Alors, pour la prochaine intervention, toujours dans le cadre du débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 28, je reconnais Monsieur le député de Johnson. Madame la Présidente, bonjour. Toujours un plaisir de parler quand c'est vous qui êtes à la présidence. D'abord, je vous rappelle que moi, je suis un nouveau parlementaire. J'ai suivi le système politique depuis des années, mais là, au mois d'avril l'an passé, je me fais élire comme parlementaire. Puis un des travails de parlementaire, c'est justement le travail de législateur, d'étudier des projets de loi. Alors, je me disais, écoute, je vais avoir une opportunité extraordinaire de participer à la démocratie. Je vais être entouré de gens intelligents. On va regarder les projets de loi. On va travailler d'une façon intelligente avec nos projets de loi pour le bénéfice de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Quelle ne fut pas ma surprise quand le gouvernement a déposé le projet de loi numéro 28. Là, rapidement, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, ce projet de loi-là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis ça, on m'explique que c'est un projet de loi mammouth. Alors, qu'est-ce que ça dit, le projet de loi 28? Ça vient modifier 59 lois, 8 règlements, puis ça porte sur 337 articles. Puis tout ça, on met ça dans un même document, puis on cherche un petit peu comme à inviter les parlementaires à faire un travail de qualité en leur disant, vous avez quelques heures, quelques dizaines d'heures pour faire un travail, mais on vous demande de faire ça, là, puis ça touche 59 lois en même temps. Puis on vous demande de faire un travail de qualité. Bien, moi, le réflexe que j'ai quand je vois ça, Madame la Présidente, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça méprisant. Je trouve ça méprisant envers la qualité du travail que je veux donner, puis envers la confusion qu'une démarche comme ça que le gouvernement amène, qu'une telle démarche du gouvernement, la confusion que ça peut amener. Comment voulez-vous que les parlementaires, là, au meilleur de leur capacité et de leur qualité, là, fassent un travail qui va vraiment être au bénéfice des citoyens quand on leur dit, voici un projet de loi, mais qui touche 59 lois différentes, puis 8 règlements différents. C'est vraiment méprisant, Madame la Présidente. C'est un mépris de la démocratie. Puis, quand je creuse un petit peu, je m'aperçois un petit peu que ce mépris-là tire son inspiration à quelque part. Bien, je m'aperçois qu'il tire son inspiration du même mépris dont a fait preuve ce gouvernement-là envers ses propres promesses électorales. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Le collègue a l'habitude de faire des interventions très respectueuses. Par contre, je lui rappelle simplement à travers vous que le mot « mépris » est dans le lexique. Il a utilisé une fois, j'allais laisser passer. Cependant, il en a refait une utilisation. Ce n'est pas pour l'interrompre, mais je veux juste l'inviter à choisir d'autres mots, possiblement, pour son intervention. Merci beaucoup, Monsieur le leader adjoint. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous êtes un nouveau membre de cette Assemblée nationale et le mot « mépris » n'est pas permis ici, en cette Chambre. Je veux rassurer les leaders adjoints, jamais je voudrais utiliser un mot qui n'est pas permis par cette Assemblée. Alors, je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais disons que c'est la même sorte de pratique dont a fait preuve ce gouvernement envers ses promesses électorales. Quand on pense, les promesses électorales qu'il auront pu, quand on pense à la promesse qu'il avait faite par rapport à l'augmentation des taxes scolaires, quand on pense à la promesse qu'il avait faite pour le remboursement de la taxe santé, l'annulation de la taxe santé, quand on pense à ses promesses quant à l'indexation des tarifs d'électricité, quand on pense à ses promesses quant aux frais de garde, des services de garde, sans compter le pelletage de 300 millions qui a été fait dans la cour des municipalités. Alors ça, je dirais une chose, d'entrée de jeu, pour moi, c'est une grande déception. Au-delà de ça, d'abord, le projet de loi 28, ça caractérise un peu l'approche, une approche bulldozer qu'on a vue de ce gouvernement-là qui impose sans se soucier des retombées sur le terrain. On a vu un peu comment ils ont procédé avec le projet de loi numéro 10. Puis là, quand je dis l'approche bulldozer un peu, là, je pense à nos amis, aux pharmaciens au Québec, les centaines de pharmaciens. Puis on regarde un petit peu comment le gouvernement a procédé dans ce dossier-là. Si on lit le projet de loi 28, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a deux choses. On dit aux pharmaciens, on vous coupe de façon unilatérale une partie importante de vos honoraires. En termes de millions, je pense que ça donne 130 millions à l'échelle de la province, mais au point de vue de chacune des unités commerciales, là, on parle entre 50 et 75 000 peut-être jusqu'à 100 000 Puis d'un autre côté, le gouvernement leur attribue des actes à prendre en charge selon une contrepartie monétaire qu'eux-mêmes, ces pharmaciens-là, contestent. Alors, nulle part, on a vu une volonté du gouvernement
d'en arriver à une entente négociée avec les pharmaciens. Hein, lors du dépôt du projet de loi 28, ce qu'on a appris, c'est que les pharmaciens étaient en négociation. Ils se sont levés un matin. Et puis là, subitement, le gouvernement allait décréter quels seraient les nouveaux honoraires et qu'est-ce qui se passerait avec les nouveaux actes à faire. Alors, quelle sorte de climat ça va créer, ça, Mme la Présidente, puis quelle sorte de confiance ça amène dans l'approche de ce gouvernement-là. Puis tantôt, le député de Matane mentionnait que les pharmaciens, c'est des gens d'affaires, sont capables d'en prendre, mais je vous dirais, là, un jeune pharmacien qui vient d'acheter une pharmacie, qui se fait dire demain matin qu'il se fait couper ses honoraires ou ses revenus de 50 à 75 000 peut-être 100 000 par année, là, c'est pas une situation qui est bien drôle, puis ça peut mettre en péril même l'opération de son commerce. Alors ça, c'est à déplorer. D'autre point, le titre du projet de loi lui-même, là, quand on dit, Mme la Présidente, que c'est une loi qui concerne principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin et visant le retour d'équilibre budgétaire en 2015-2016, bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le titre du projet de loi, il est peu révélateur parce qu'il y a plusieurs mesures dans le projet de loi qui ne font pas partie du budget ou ne sont pas incluses dans le budget qui est présenté le 4 juin. Et on n'a seulement qu'à penser sur les mines. On revient rouvrir la loi sur les mines. Ça, ce n'était pas prévu. On n'a pas parlé dans le budget de venir changer les règles de la Régie de l'énergie pour rendre disponible le bloc patrimonial à l'exportation, que, ultimement, cette procédure-là pourrait finir, bien, que l'Union des consommateurs estime que ça va entraîner des modifications à la hausse des tarifs jusqu'à l'ordre de 130 millions de dollars par année. Ça, c'est pas rien, Mme la Présidente, c'est les contribuables qui payent. On n'a pas parlé aussi de venir annuler le mécanisme de partage de rendement qu'il y avait dans la fixation des prix. Puis ça, c'est un véritable détournement des trop-perçus d'Hydro-Québec. Puis qui va payer? Bien, c'est encore les contribuables. Et puis après ça, on n'a pas parlé de venir moduler les tarifs des services de garde. Et puis ça, Mme la Présidente, de venir modifier de la façon dont il le fait, il faut vraiment le souligner, c'est que ça va tellement à l'encontre de ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale que ça en est inacceptable. Parce qu'il se déchirait la chemise en fonction de certaines augmentations que le gouvernement précédent voulait faire, et puis aujourd'hui, ils s'en viennent puis ils vont faire pire. Ça, tous ces exemples-là, Mme la Présidente, ça vient seulement de mettre en évidence une chose, c'est la tendance du gouvernement à renflouer le problème de finances publiques qu'on a, non pas principalement en améliorant l'efficacité de la gestion de l'État, mais en pigeant encore davantage dans les poches du contribuable. Puis pour imager les actions à répétition de ce gouvernement, je vais prendre quelques minutes pour vous lire un extrait d'une pièce de théâtre écrite à partir d'un texte d'Antoine Rau publié en 1657, puis qui s'intitule, c'est un drôle de hasard, « Le diable rouge ». Et puis vous constaterez, Madame la Présidente, que la citation colle bien à l'attitude de ce gouvernement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est un échange entre Colbert et Mazarin. Et puis Colbert, c'est le contrôleur des finances du gouvernement, et puis Mazarin, c'est un surintendant de Louis XIV. Alors Colbert parle à Mazarin et dit « Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou. » Mazarin lui répond « Mais quand on est simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on s'en va en prison. Mais l'État, lui, c'est différent. On ne peut pas le jeter en prison, l'État. » Alors, il continue, il creuse la dette. Tous les États font ça. Colbert lui dit « Ah oui, vous croyez? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables? » Mazarin lui répond « On en crée d'autres. Mais nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà. » C'est vrai, c'est impossible. Alors, les riches? Bien, les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Puis vous savez, un riche qui dépense, ça fait vivre des centaines de pauvres. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et Mazarin lui répond, il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres et ni riches. Des honnêtes citoyens qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres. C'est ceux-là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus. Ceux-là, plus tu leur plans, plus ils travaillent pour compenser. C'est un réservoir inépuisable. Ça, on peut apprendre beaucoup de ça, Madame la Présidente. Savez-vous pourquoi j'ai décidé d'amener cette citation-là ici en Chambre? C'est avant hier soir, j'écoutais le ministre des Transports, un reportage télévisé qui nous entretenait de la captation de la plus-value foncière comme d'une mesure de financement innovante. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut le faire. On explique sans rire aux gens
que parce qu'ils demeurent près d'une infrastructure de transport, qu'ils peuvent économiser sur le coût d'une voiture, bien que conséquemment, il est normal que le gouvernement veuille aller chercher une partie de cette économie. Ça, je trouve ça un reflet de certaines attitudes de ce gouvernement-là depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Je dois terminer? Oui. Madame la Présidente, on m'informe que je dois mettre fin à mon intervention. Mon leader m'informe de tout ça. Mais pour conclure, ce matin, le premier ministre nous mentionnait des idées, qu'on ait des idées à lui soumettre pour aider la situation du Québec. 2 idées que je pourrais lui soumettre. Dans un premier temps, c'est qu'au lieu de chercher à toujours aller davantage dans les poches des contribuables, c'est de chercher à aller travailler avec les sommes d'argent qui sont déjà à la disposition du gouvernement. On parle de 73 milliards de revenus autonomes. Puis la deuxième suggestion que j'ai à lui faire, c'est d'avoir un plan, d'avoir une vision qu'il peut présenter aux Québécois. Quand on a une vision, on est capable d'avoir un plan. Avec le plan vient des objectifs. Puis quand on a des objectifs clairs, Madame la Présidente, c'est facile de se mobiliser puis de mobiliser la population à nous aider dans nos objectifs. Mais ça fait cruellement défaut à ce gouvernement-là. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député Dodd Johnson.